RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Lucille Chaponnet, une autrice auto-éditée. Bonjour, merci. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Pas de souci, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Ça va aussi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Lucille Chaponnet, autrice auto-éditée à plein temps. J'ai 29 ans et voilà, j'ai sorti une quinzaine de livres à ce jour. C'est pas mal de livres. Ouais. C'est quoi ton parcours ? Est-ce que tu as fait des études dans les métiers du livre pour faire de l'écriture ou des choses comme ça ? Pas du tout. Alors moi, à la base, j'étais une étudiante en bio. D'ailleurs, j'ai fait 7 ans dedans, un master en ingénierie des aliments, suivi d'un master en amélioration continue pour vraiment s'adapter à l'industrie. D'accord. Et ça m'a pas plu. Les études, oui, mais le monde du travail, moins. Et comme l'écriture, ça a toujours été ma passion première, j'ai décidé de faire le grand saut. D'accord. Et comment est-ce que tu as commencé à écrire ? Ça, c'est une bonne question. Je crois que j'ai commencé avec tout simplement un journal intime de quand j'étais jeune ado. Et puis, petit à petit, en fait, j'avais des histoires dans la tête. J'avais l'habitude de m'enfermer dans une bulle et de m'imaginer des trucs. Et comme j'écrivais ma vie déjà sur un journal intime, je me suis dit pourquoi pas écrire aussi ce qu'il y a dans ma tête. Et c'est parti de là. Et c'était quoi que tu as écrit en premier après le journal intime ? Quel type de roman ? Est-ce que tu t'en souviens ? C'est une très bonne question. Ça a toujours été de l'imaginaire. Je sais que c'est pas mes premières œuvres, mais j'ai écrit des fanfictions Harry Potter. D'accord. Sur Skyblog pour les vieux qui connaissent. Et sinon, non, des histoires un peu dark, un peu sanglantes. Je pense que ça peut rentrer à la dark fantasy aujourd'hui. D'accord. Et pourquoi ce choix de l'imaginaire ? Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans ce genre ? J'ai toujours lu, en fait, de l'imaginaire. Merci à ma maman, qui elle-même lisait beaucoup d'imaginaire. Et comme elle a vu que j'aimais la lecture, elle m'en a pas mal offert. Mon papa aussi, hein, mais ma maman étant une lectrice elle-même, c'était simple de faire matcher nos goûts. Et du coup, forcément, naturellement, ce que je lisais a eu un énorme impact sur ce que j'ai écrit. Donc, on disait que tu étais une auteure auto-éditée. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est l'auto-édition pour les gens qui ne connaissent pas par rapport à l'édition traditionnelle ? Oui, bien sûr. Alors, l'auto-édition, en fait, c'est se publier soi-même. C'est donc effectuer toutes les étapes de l'édition soi-même ou avec une équipe, évidemment, parce qu'il y a des tâches qu'on ne peut pas effectuer soi-même. Par exemple, moi, je ne suis pas graphiste ni illustratrice. Je serais incapable de faire une couverture de roman. Donc, je prends un partenaire ou une partenaire pour m'aider et que je paye, évidemment. Mais du coup, c'est être à la fois auteur et à la fois éditeur, donc faire des choix pour son roman, faire toutes les étapes et constituer une équipe qui nous plaît pour sortir un objet qui nous plaise également. D'accord. Et donc, tu t'es lancée pleinement dans l'auto-édition. Tu t'es d'abord lancée dans l'auto-édition, pas pleinement ? Oui, c'est exact. En travaillant à côté Tout à fait. Lors de mon tout premier job, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai publié aussi La Cité des Sangs Purs, tome 1. Et en fait, l'auto-édition, ça me paraissait une voie bien sympathique. Donc, j'ai voulu tester à ce moment-là. Et forcément, comme c'était le premier tome d'une duologie, derrière, j'ai écrit le tome 2. Je l'ai aussi auto-publié. Et ça a lancé un petit peu toute la machine. D'accord. Et comment est-ce que tu en es venue à être auteur à plein temps, du coup ?
Et ben, c'était toujours pendant mon premier job. J'ai compris en fait que être auto-édité, donc être sa propre éditrice, c'était déjà plus qu'un job à plein temps en fait, et que cumuler 2 jobs à plein temps, c'était pas possible. Donc d'abord, j'ai voulu me mettre à 80% sur mon job, voir si ça matchait de garder une journée complète sur l'édition. Même en ayant la journée complète plus le week-end, ça ne marchait pas. Il y avait vraiment trop de travail et aucun moment où on peut respirer. Et du coup, comme ça me plaisait plus de méditer que mon job et que c'était un CDD, j'ai juste dit à mes patrons, je ne poursuivrai pas au-delà du CDD. D'accord. Et de là, tu t'es lancée à plein temps. Exactement. J'ai eu la chance d'avoir en fait un chômage puisque j'avais cumulé une alternance et un job. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment. J'ai une rentrée d'argent quand même qui peut m'aider. Pourquoi pas se donner une chance dans l'écriture le temps nécessaire. Pour voir ce que ça allait donner. Et au pire, si ça marchait pas, tu repartais. Voilà, exactement. Ça marche. Et ça a été une décision qui a été difficile à prendre? Oui et non. En fait, j'étais arrivée à une étape dans ma vie où l'industrie, ça me plaisait pas tant. Et en fait, moi, ce qui me plaisait dans l'industrie, j'y avais pas accès. On m'y donnait pas accès, c'est-à-dire tout ce qui est amélioration continue, tout ce qui est bien-être au travail. En fait, la théorie est très belle et quand c'est mis en pratique, c'est très, très beau aussi. Mais les industriels, ils sont toujours très, très à cheval sur les coûts, les machins, les bidules. Et du coup, ils ne me laissaient pas la possibilité de m'épanouir là-dedans. Donc, ça restait très étriqué, en fait. Et à la fois, il y avait ça et à la fois, il y avait une charge de travail qui était trop importante. Et j'étais à un moment de ma vie où j'étais en train de frôler le burn-out, vraiment. Et ça devenait un besoin, en fait, d'arrêter le travail. Donc, c'était facile dans le sens où, si je prenais pas cette décision, je finissais chez le médecin, quoi. Donc voilà. Ouais, et ça n'a pas été trop difficile pour tes proches de devoir quitter un boulot, une certaine stabilité pour te lancer dans le métier d'auteur qui n'est pas facile tous les jours? Alors, j'ai eu de la chance d'avoir des proches très, très... supportive, c'est pas très qui t'ont soutenu, qui m'ont beaucoup soutenu. Mes parents, je leur en ai parlé évidemment et ça les a pas du tout inquiétés. Ils m'ont même dit vas-y, si tu le sens, de toute façon essaye. T'as un diplôme, t'as de l'expérience quand même, donc si jamais il y a besoin de reprendre un travail plus tard, ce sera possible. J'ai eu un conjoint qui m'a aussi beaucoup aidée et qui m'a dit écoute, vas-y, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, pareil, s'il y a un problème, il y a un backup quand même qui est là pour m'aider. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. D'accord. Et comment ça s'est passé alors quand tu t'es lancée? Déjà, j'ai commencé par prendre des vacances. J'ai passé une semaine à la montagne parce que ça faisait plus de 2 ans que j'avais pas eu de vacances, vraiment. Donc ça fait du bien. Et après, en fait, ça a fait un effet boule de neige. J'ai commencé par ce qui me semblait très logique, écrire. Et puis, les tâches se sont accumulées, les projets aussi. Et il y a eu une espèce d'arborescence qui s'est créée devant moi. Et c'est très enthousiasmant de travailler comme ça et de pouvoir choisir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. C'est aussi très stressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire. Et quand on est auto-édité, on commence forcément seul. Ouais. Et 24 heures dans la journée, c'est déjà pas assez. Donc, on est obligé de faire des choix. Et parfois, on se dit, je vais quand même essayer. Et c'est au détriment de notre santé. Du coup, on revient un peu en arrière et on se dit, il y a des choses qu'on fera plus tard. D'accord. Alors, tu disais tout à l'heure que tu avais auto-édité du coup une 15aine de livres. On va en reparler. On va juste écouter l'Aurore de Bones de l'Aurore. Et puis, on revient juste après. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est
toujours en compagnie de Lucille Chaponnet, auteure auto-éditée. Alors Lucille, du coup, tu as publié une quinzaine de livres. Tu as commencé par La Cité des Sangs Purs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, La Cité des Sangs Purs, c'est une médiéval fantasy. C'est typiquement ce que j'aime lire et écrire. Et qui est à destination de grands ados. Ça parle de Senia, qui est une poussière. Donc, dans son monde, il y a différentes castes. Il y a les poussières qui sont tout en dessous. Au milieu, il y a les privilégiés. Et tout en haut, il y a les sangs purs, qui ont un sang tellement pur que ça leur confère des pouvoirs. Donc, elle, ce qui va se passer, c'est qu'elle va réussir à sauver la vie d'une sang pure qui est attaquée. Et à partir de là, elle va devenir sa garde du corps. Sauf qu'il y a plein de meurtres qui se déclarent dans la cité et tout indique que la prochaine, c'est sa protégée. Alors, elle va devoir la protéger, donc ça, elle sait faire. Par contre, elle va devoir aussi enquêter et quand on est d'une caste inférieure, c'est un peu compliqué, pour ne pas dire impossible. Donc, c'est un peu toute son histoire autour de ça. Et il y a aussi un espion qui se ramène et elle ne sait pas s'il est là pour la piéger ou s'il est vraiment là pour l'aider. Du coup, c'est peut-être un peu plus profond que ce qu'on voit. Il y a peut-être des trahisons, des complots, etc. Dans la Cité des Sangs Purs, tout peut arriver. Ça marche. Et ça t'a fait quoi de publier ton premier roman en auto-édition ? Ça fait bizarre. En fait, je pense qu'on réalise... moi, en tout cas, j'ai pas réalisé tout à fait ce qui se passait parce que sa sortie est intervenue au moment où je commençais mon taf. Et du coup, j'avais déjà beaucoup de choses à gérer. Par contre, je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment quand j'ai publié le tome 2 et que j'ai fait une campagne Ulule. Donc, une campagne Ulule, c'est un financement participatif où les gens achètent avant que le livre sorte. Et nous, on envoie les contreparties, du coup, quand le livre sort. Et j'ai eu... Donc, il y a des contreparties, il y a le livre, mais il y a aussi des goodies, pas mal de choses avec. Tout à fait. Il y a des marque-pages, des cartes, etc. Mais bon, la contrepartie principale, c'est le livre ou les livres, quand il y en a... Bah, là, pour le coup, c'était une duologie, donc ils se vendaient beaucoup par deux. Et en fait, c'est au moment où j'ai reçu les livres que je devais envoyer. Il y en avait vraiment beaucoup. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est là que tu t'es rendu compte vraiment de ce qui se passait. Ouais, voilà, exactement. Et ça faisait tellement plaisir de savoir que j'avais déjà fini une histoire, ce qui était incroyable. Et en plus, les gens voulaient la lire. Et ça, c'est fou. Il y avait pas mal de gens qui voulaient la lire. Ça a eu pas mal de succès. Pas tout à fait au début, parce que la première couverture qu'a eu ce livre n'attirait pas. Mais à partir du moment où j'ai changé de couverture, ça a intéressé les personnes et il a eu de très bons retours. D'accord. Et forcément, pour quelqu'un qui n'a pas trop confiance en soi, ça fait du bien. Oui. Et donc, après La Cité des Sangs Purs, tu as publié la saga Griffes d'encre, qui a 3 tomes. Qui est aussi dans le registre de l'imaginaire. Est-ce que tu peux le pitcher un petit peu ? Oui, alors pour le coup, Griffes d'encre, c'est de l'urban fantasy. C'est pas tout à fait pareil. L'urban fantasy, c'est notre univers à notre époque, mais avec des éléments paranormaux, type métamorphe, loup-garou, etc. Et nous, on va suivre Jeanne, qui est une mercenaire humaine qui n'a pas de pouvoir, qui est là pour garantir l'équilibre entre notre monde et les paranormaux, parce que les paranormaux sont cachés et doivent le rester. Et un jour, elle rentre pépouze chez elle pour retrouver son chat, mais elle se fait attaquer par une créature qu'elle ne connaît pas, alors qu'elle est censée connaître toutes les créatures qui existent. Et à partir de là, elle arrive à s'en sortir, mais de justesse, et elle se fait embarquer par les services secrets pour enquêter sur cette créature qui est ultra meurtrière. Et ils ne comprennent pas quel est le point commun entre toutes les victimes et surtout comment l'arrêter. D'accord. Et donc après Griffes d'encre, tu as fait une nouvelle campagne Ulule pour un autre roman qui s'appelle Les Plaines du Vent. Toujours dans le même registre de l'imaginaire. Pourquoi relancer encore une campagne Ulule au lieu de juste l'auto-éditer comme ça sur Amazon, comme tu as fait pour le premier tome de La Cité des Sangs Purs ? Alors en fait, la campagne Ulule, ça permet d'amasser un financement qu'on n'a pas avec Amazon. On amasse une trésorerie en avance pour
donner ensuite la contrepartie. Et ça, c'est très intéressant pour sortir un peu plus du schéma traditionnel où, par exemple, le premier tome de Griffes d'encre ou le premier tome de La Cité des Sangs Purs, on a comme dépense la maquette, la correction, la couverture, mais on ne va pas plus loin. Et on n'a pas non plus des goodies ou caisse. Tandis que la campagne Ulule, plus on amasse de la trésorerie, plus on peut se permettre des choses intéressantes sur le livre, et notamment Les Plaines du Vent, qui est un one-shot, donc un tome unique. Je voulais qu'il ait une version collector avec un hardback, donc une couverture rigide, avec si possible une jaquette, etc., etc. Et je voulais par exemple aussi que le brochet ait du vernis sélectif, et ça a un coût que les lecteurs ne s'imaginent pas forcément quand ils vont à la librairie. C'est pas le même coût d'imprimer un brochet normal et un brochet avec un vernis sélectif, des dorures, etc., etc. Et moi, je voulais quand même avoir un objet un peu plus beau, un peu plus poussé, mais j'avais pas forcément la trésorerie pour, et la campagne Ulule me permettait de vendre mon histoire et de lui ajouter donc des options. Et en même temps, plus il y a d'options, plus les lecteurs eux-mêmes sont hypés par la sortie, et donc ça fait un petit effet boule de neige très très sympa. D'accord. Donc après ça, donc voilà, tu as sorti donc tous ces beaux romans. Tu as aussi écrit des romans à 4 mains avec Megara Nolan. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Oui, alors Megara Nolan, moi je l'ai rencontrée juste après l'écriture de la première, enfin juste après la sortie de La Cité des Sangs Purs. Elle sortait aussi un de ses romans qui s'appelle Six pieds sous terre. Et on s'est rencontrés autour de ces 2 romans, et on a tout de suite vraiment bien matché. On s'est mis à s'écrire tous les jours, à se lire l'une l'autre, etc., etc. Et elle avait déjà écrit un 4 mains avec une autre autrice. Et on s'est dit que nos deux... En fait, on a un style d'écriture très similaire. On travaille à peu près de la même manière. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas ? Et en discutant, on s'est dit, mais pourquoi pas des réécritures de contes ? Et comme on est des romantiques dans l'âme, on s'est dit, des histoires d'amour, ça pourrait être bien. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très vite. On a eu notre imagination qui s'est mise à évoluer et à nous transformer. Et puis, on s'est dit, allez, on se lance. De toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre. On se donne une chance. D'accord, donc à l'heure actuelle, vous avez sorti du coup 4 réécritures de contes. Donc il y a eu Loup-garou et Barésie, une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Il y a eu... Alors, avant, c'était Le Djinn et la voleuse. Maintenant, ça a changé de nom. Pourquoi, du coup, un changement de nom Alors, Le Djinn et la voleuse, déjà, le mot djinn n'est pas forcément connu très bien en France. Et puis, c'est un des 4 mains qui marchait le moins. Et on s'est dit que c'était peut-être le titre qui ne donnait pas une bonne vision de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on l'a changé en Génie maudit et 1001 nuits pour capter un peu plus l'essence du roman et voir si ça marchait mieux comme ça. D'accord. Pareil pour la couverture, vous avez fait un changement aussi. Oui. Pareil pour essayer d'attirer plus de lecteurs. Tout à fait. Quand on est auto-édité, la bonne nouvelle, c'est que si on voit qu'il y a un truc qui ne marche pas, on peut essayer de le changer. Alors, il y a effectivement des changements qui sont un peu plus chers que d'autres. Si on change une couverture, c'est pas la même chose que juste changer un titre. Mais voilà, on teste et on essaye de trouver notre public et de bien le cibler. Et parfois, on a besoin de ce changement pour trouver nos lecteurs. D'accord. Donc, il y a encore eu 2 réécritures de contes. Il y a eu Vampire, Magie et Dernier coup de minuit, donc une réécriture de Cendrillon, c'est ça ? Tout à fait. Et Sirène, Trafic et Gros Calibre pour une réécriture de La Petite Sirène. Tout à fait. C'est exactement ça. Qui sont sortis du coup récemment en intégrale aussi ? Oui. En fait, l'objet intégral, notamment relié, c'est un objet qui marche bien sur le marché papier. Et on nous a beaucoup demandé des versions... Enfin, en ce moment, les versions collector sont très attirantes pour le marché français.
Et comme on nous l'a réclamé, on a décidé de les lancer, voir ce que ça donnait. D'accord, oui, parce que toi, pour le coup, tu as fait pas mal d'intégrales. Tu as fait celle de La Cité des Sangs Purs, Griffes d'encre, et puis du coup, celle-ci. Tout à fait, ouais. Ça marche. Et tu as commencé à sortir aussi une autre saga qui s'appelle Les Princes Vampires. Est-ce que tu peux en parler Oui, Les Princes Vampires, comme son nom l'indique, c'est sur des princes vampires. C'est une saga qui est un peu plus sombre. Là, pour le coup, on est plus sur les adultes parce que on va rentrer dans une cour vampirique, donc avec un roi, une reine et ces fameux princes vampires qui sont au nombre de 3. Chaque tome parle d'un prince vampire différent. Et on va les voir évoluer entre complot, trahison, guerre, etc. Et forcément, il y a un côté plus violent parce qu'on n'est pas sur des vampires tout beaux, tout mignons. Non, on est vraiment là, pour le coup, sur des vampires qui n'hésitent pas à se tuer si jamais il y a des règles qui sont outrepassées ou pour garder le pouvoir. Et on a aussi des vampires qui sont plus qu'adultes puisqu'ils sont centenaires. Et évidemment, on aborde des sujets un peu plus olé olé, pour dire ça de manière un peu plus classe. Donc ouais, c'est plus du registre de l'adulte sur ce coup-là. D'accord. Et donc tu as sorti quelques autres livres. Donc on va parler. Pour les citer rapidement, il y a eu Noël, flingue et chocolat, donc qui est une romance de Noël, si je dis pas de bêtises. Voilà, exactement. Il y a eu Collègues et ennemis, qui est une romance de bureau. Une romance un peu. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et puis il y a eu Captif des Raptors. Alors, est-ce que on peut expliquer un peu ce que c'est ? Oui, bien sûr. Alors, Captif des Raptors, déjà, alors il n'est pas publié sous mon nom, il est publié sous le nom de plume Suzabuse. Je pense que c'est assez clair que c'est une parodie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec des copains auteurs, régulièrement, comme on est auto-édité, on doit se renseigner sur le marché et du coup sur ce qui marche. L'un de nos marchés, c'est Amazon, KDP, qui est le marché du livre numérique. Et il y a un top 100 dans ce marché-là, donc des plus grandes ventes. Et dans le top 100, un jour, on a vu une histoire qui s'appelle... alors, je ne sais plus le titre exact, mais ça s'apparentait à « Je vais me marier à l'homme lézard ». Et il y avait effectivement un homme lézard sur la couverture. Nous, on a trouvé ça étrange et extrêmement drôle. Et de là, je leur ai dit, imaginez, on écrit un livre sur une femme qui tombe amoureuse d'un dinosaure. Et ils m'ont dit, chiche, tu l'écris. Et chiche, je l'ai écrit. Du coup. Ça m'a fait une petite pause estivale pour rire et pour partager ça avec mes collègues auteurs. Ça devait être très sympathique à écrire. Dans le sens où j'ai voulu faire de l'humour et tout, c'est vrai que c'est pas la même chose que d'écrire un truc un peu plus sombre avec des complots. Ça permet de se relâcher un petit peu et moi, c'était vraiment ça me permettait de me relâcher un petit peu et puis de faire rire les copains. C'était mon but premier, en fait, avec ce livre-là, faire rire les copains. Les copains ont ri et ils m'ont dit, vas-y, publie-le. Si ça se trouve, ça fera rire d'autres personnes et voilà. Et ça fait rire pas mal de monde. Ouais, il y a ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment pas. Forcément, quand on est dans l'humour avec ce genre de sujet, on peut tomber sur des personnes qui aiment ce genre de... Alors, on appelle ça de la romance monstre. Ils aiment ça au premier degré, il n'y a aucun souci. Donc forcément, s'ils tombent sur mon bouquin, ils risquent d'être un peu déstabilisés parce que... Il y a beaucoup de clichés, c'est un peu tourné sous forme parodique. Et à contrario, il y a ceux qui cherchent vraiment ça comme lecture, qui cherchent juste parce qu'il n'est pas long, hein, il ne faut pas s'attendre à une histoire extraordinaire, etc. À partir du moment où on le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moment où on rigole un petit peu et puis on s'amuse avec les clichés du genre, il n'y a pas de raison de ne pas passer un bon moment. D'accord. Alors, voilà, on vient de faire le tour de tous tes livres. C'est un peu pas mal. On va écouter Arcade de Duncan Lawrence et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est
encore et toujours en compagnie de Lucille Chaponnet, une auteure auto-éditée. Alors Lucille, donc, tu as sorti une quinzaine de romans. Est-ce qu'il y en a qui vont arriver ? Ah oui. Oui. Alors, je suis dans une période un peu de creux. Il y a certains écrivains qui connaissent ça, si ce n'est tous, un moment où on a plus de mal à écrire. Mais normalement, cette année, il y a au moins Les Princes Vampires 3 qui clôturent la trilogie qui vont arriver. Et j'aimerais me lancer dans un one-shot de science-fiction avec un pas mal gros pan de romance dedans et énormément de retournements de situation. Et lui, je l'attends avec impatience. Je ne sais pas s'il sera publié cette année, mais en tout cas, je compte bien l'écrire. D'accord. Et tu travailles sur quoi en ce moment, du coup, sur Les Princes Vampires ? Exactement, ouais, sur Les Princes Vampires 3. Et pour le moment, c'est tout. Et puis toute la communication, tout le travail inhérent, plus du côté éditeur, pour le coup, qui est de vendre ses livres. D'accord. Et est-ce que tu fais des salons de livres ? Est-ce que tu en as de prévus pour cette année ? Oui, alors j'adore les salons, donc j'en ai déjà de prévus cette année, notamment Yggdrasil, début février à Lyon. Et je vais aussi faire la Love Story à Mons en Belgique. D'accord. J'ai aussi, je voyage beaucoup, la Japan Expo Sud à Marseille qui est début mars. Et après, je crois que c'est les 3 dates qui sont sûres pour le moment. D'accord. Donc, en plus d'écrire, tu fais aussi d'autres choses. Tu proposes aussi tes services en tant que bêta-lectrice. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas ? Oui, bien sûr. Alors, dans tout le travail qu'il y a à faire autour d'un livre, il y a la bêta-lecture ou l'alpha-lecture. C'est pas tout à fait la même chose, mais le concept est similaire. C'est-à-dire que quand on écrit, on a besoin d'un avis extérieur, voire même de plusieurs avis extérieurs sur le bouquin pour cibler les incohérences qu'on ne voit pas forcément, les défauts de rythme, les personnages, si tout se passe bien avec eux, etc. S'il n'y a pas des scènes à modifier, à ajouter ou à enlever pour faire naître le plus d'émotions possible chez le lecteur. Et ça, en fait, c'est le travail d'un bêta-lecteur. Donc le bêta-lecteur, lui, il va lire le manuscrit quand le premier jet est terminé, ou mieux encore, quand la première réécriture est terminée, c'est-à-dire que quand on écrit, on obtient à la fin un premier jet, et après, nous, en tant qu'auteur, on est censé reprendre ce premier jet pour le réécrire, et seulement là, demander un avis extérieur pour peaufiner la chose. L'alpha-lecture, c'est un peu différent. C'est un lecteur qui va lire pendant que le manuscrit est en train d'être écrit. D'accord. Donc, qui va pouvoir mentionner des choses à changer dès l'écriture. Ça marche. Donc, tu proposes ce service-là, du coup, de bêta-lecture ? Oui, tout à fait. Parce que, généralement, les bêta-lecteurs, on va les prendre parmi ses proches. Et c'est très bien aussi de prendre plusieurs avis. Mais il y a, comme ce ne sont pas des professionnels du milieu du livre, il y a des choses qu'ils ne vont pas forcément remarquer, pas forcément capter. Et ils vont potentiellement rester en surface de certains sujets à pourtant modifier dans son ouvrage. Ce pourquoi moi, qui aime bien aider les gens, je propose mes services là-dessus. D'accord. Tu proposes aussi d'autres services ? Tu faisais des masterclass d'écriture ? Tout à fait. Alors là, c'est pour aider les auteurs au-delà d'un truc plus personnel et plus poussé qu'une bêta-lecture ou qu'un coaching. Les masterclass, elles sont là pour s'intéresser à un sujet, avoir des exemples et savoir comment aller jusqu'au bout de son sujet. Donc pour le moment, j'en propose 2. Celle sur l'autopublication de son ouvrage, donc c'est très technique, hein. Il y a plusieurs étapes à respecter. Et donc, je montre comment est-ce qu'on peut comment on peut réussir à autopublier son livre. Et j'en ai coécrite une avec Megara Nolan toujours sur les campagnes de financement participatif, puisque c'est une chose qu'on fait quand même régulièrement. Les avantages, les inconvénients, comment faire pour qu'elle marche, ou en tout cas avoir tous les outils en main pour faire en sorte
de faire la meilleure campagne Ulule possible. Tout ce qui est stratégie, marketing, budget aussi. D'accord. Voilà, on couvre tous ces sujets-là. Ça marche. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire pour terminer ? Écoutez, si vous êtes écrivain, je vous souhaite tout mon courage et tout mon amour dans l'écriture. Ne cherchez pas la perfection au premier jet, ça peut vous bloquer. Un premier jet est une sorte de brouillon de votre histoire, donc faut pas être étonné que ce ne soit pas parfait. De toute façon, un ouvrage ne sera jamais parfait. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation dans l'écriture. Et si vous êtes lecteur, écoutez, et que vous aimez tout ce qui est fantasy, n'hésitez pas, je suis disponible pour la discussion. On peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok et sur Instagram aussi. Oui, et même sur Facebook, même si c'est un réseau que je sais moins maîtriser, mais j'y suis. Et puis on peut retrouver tes livres aussi à la fois sur Amazon et à la fois sur ta boutique en ligne. Tout à fait. Il suffit de chercher Lucille Chaponnet sur Internet et vous réussirez à me trouver. Merci beaucoup Lucille d'être venue. Merci beaucoup à vous de m'avoir invitée. Pas de souci. Et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org